où on se rappelle tous les combats qui ont été menés pour les droits des femmes et qui se mènent encore, parce que c'est un combat qui est toujours d'actualité et qui est aussi d'une actualité brûlante. C'est ce qu'on vous proposait de regarder plus près aujourd'hui au regard de la crise sanitaire qui a creusé des écarts entre les hommes et les femmes et de la crise sociale qui s'installe, qui s'annonce. Et là aussi, il y a des risques, hein. Et donc, on voudrait mettre la focale un peu aujourd'hui sur les combats qu'on a menés et qui restent encore à mener aujourd'hui et demain. Et pourquoi un apéro finalement? Bah, c'est peut-être pour se dire que ces combats-là, cet engagement-là, il doit se mener, on va dire, bah, dans la bonne humeur, en se serrant les coudes. Donc c'est un peu cette idée, quoi. C'est qu'on voudrait partager ensemble. Alors bien sûr, on aurait voulu le faire en se voyant, voilà, en vrai, en se serrant la main, en s'embrassant, en buvant un verre tous ensemble. Alors, ce qui ne nous empêche pas de boire un verre, je ne sais pas où vous en êtes chacun, mais on s'est donné cette consigne-là. Donc, moi, je remplis mon verre de jus d'orange. Voilà, je suis au jus d'orange, hop, aujourd'hui. Voilà. Chacun peut remplir son verre avant d'entamer la discussion. Comme un apéro, on vous propose un peu aussi de picorer, quoi, d'aller jeter un petit coup d'œil un peu partout en Europe. On n'a pas le temps d'aller justement partout en Europe, mais on vous propose d'aller picorer des constats, des initiatives à l'échelle locale, nationale, européenne. Donc, on va aller picorer en Espagne, on va picorer un petit peu en France, à Vienne, à Bruxelles. 1 heure, c'est court, mais on espère que voilà, ce temps-là, il donnera des idées à tout le monde, il mobilisera tout le monde. Et puis, à la fin, on vous invitera aussi à aller sur le site d'Europe Agora où on remettra d'autres ressources voilà, pour continuer l'échange, continuer à creuser les sujets. C'est un apéro, donc c'est bien pour se mettre en appétit. Avec Katharina, on va donc être les maîtres du temps. C'est une fonction, voilà, pas toujours, qui est peut-être pas toujours agréable pour nos, pour nos intervenantes. On va vous demander effectivement des interventions assez courtes et voilà. Bon, peut-être que si jamais c'est trop long, on vous fera signe. L'idée, c'est voilà, de pouvoir faire ce petit tour en Europe qui devrait nous amener à peu près jusqu'à midi 40, 45. Et après, on se laissera un peu de temps pour l'échange. Du côté des participants et des participantes, ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions, vos réactions dans le fil de discussion. En 1 heure, ce sera un petit peu dur de vous donner la parole comme ça. Donc, on a Philippe et Patrick voilà, en back-office qui vont regarder tout ça et nous faire remonter vos questions, vos remarques qu'on va partager avec nos intervenantes. Je crois que j'ai fait le tour un peu pour vous présenter ce petit temps. Katharina, je te passe la parole pour voilà, commencer notre petit tour d'horizon européen. Merci Gurban et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre apéro féministe d'Europe Agora. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre première intervenante, une de nos 4 femmes, ou 5 femmes plutôt, 6, pardon, on est en 6 femmes aujourd'hui, engagées européennes. Donc Gloria, tu nous rejoins de Valencia en Espagne, tu es militante syndicale depuis des années. Et notre question tourne autour de l'écart salarial en Espagne et l'impact de la crise sur les femmes, l'emploi des femmes et notamment les femmes dans les emplois les plus précaires. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la situation en Espagne en particulier? Bonjour à tous et toutes. La pandémie nous a laissé une destruction remarquable, surtout en vie humaine en Espagne. Mais le deuxième fait important, c'est la contraction de l'économie qui nous a fait plus pauvres. Et la pauvreté n'attend pas tout le monde de la même façon.
Surtout, ce sont les revenus plus baissent qui souffrent plus cette pauvreté. Et parmi ça, c'est les femmes qui ont dû, pendant le confinement, vivre avec ces agresseurs, perdant ses emplois dans le commerce, dans les ménages et dans les soins, qui sont les catégories plus basses en ce moment-là. Et elles sont surtout les femmes exposées à la discrimination et aux barrières de genre qui persistent pour l'accès et pour la permanence et promotion de l'emploi. Dans cette crise, l'écart salarial concerne en particulier sur les emplois temporaires non qualifiés, précaires, avec des horaires partiels ou réduits à des salaires inférieurs et les plus bas. Il pénalise avec des prestations moins élevées et des retraites plus faibles à l'avenir. En moyenne, en Espagne, les femmes gagnent 5 700 € de moins par an que les hommes. Il faut insister sur la nécessité d'agir contre cette inégalité avec des politiques, ressources et stratégies qui affectent sur les facteurs structurels et les rôles de genre que détermine cette discrimination, afin que l'écart salarial soit sanctionné et corrigé jusqu'à son intégralité. Nous sommes sûrs que l'écart salarial est le résultat de nombreuses inégalités structurelles qui sont liées à la gestion et à la conception du monde du travail. L'intégration des femmes sur le lieu de travail ne s'est pas faite dans des conditions égales. Et considérablement l'accès, la promotion et le développement de l'emploi des femmes. C'est une inégalité entre les hommes et les femmes qui a son reflet plus visible dans le fait qu'elles touchent systématiquement moins que les hommes. Même en dépit de la légère augmentation salariale enregistrée l'année dernière, les femmes continuent de percevoir des salaires inférieurs. L'écart salarial s'établit à 1,27%, c'est-à-dire le salaire moyen de femmes devrait augmenter de 27% pour correspondre au salaire moyen des hommes. L'écart salarial est une injustice manifeste que se répète dans toutes les communautés autonomes de l'Espagne et dans tous les groupes d'âge, secteurs et professions. L'écart salarial est le résultat le plus visible de l'inégalité de la discrimination dont souffrent les femmes sur le marché du travail. Parmi la population salariée à temps plein à durée indéterminée, le salaire des femmes devrait augmenter de 15% pour correspondre aux hommes. Parmi la population salariée à temps partiel à durée indéterminée, les revenus des femmes doivent passer à 21% pour égaler celui des hommes. Le temps partiel, c'est un facteur qui détermine l'écart salarial. Un de ces facteurs qui influe sur l'écart de rémunération entre les sexes est le travail à temps partiel. Le type de journée de travail que les femmes utilisent principalement pour pouvoir occuper les emplois des soins. 25% des femmes salariées en Espagne travaillent à temps partiel contre 7% des hommes. Selon l'enquête de population active, en Espagne, la plupart de ceux qui travaillent à temps partiel le font involontairement, car ces personnes ne trouvent pas un emploi à plein temps. Mais dans le cas des femmes, elles doivent assurer le soin des personnes et d'autres obligations familiales et personnelles. Les femmes gagnent moins parce qu'elles s'occupent de prendre soin des personnes, parce qu'il n'y a pas assez de services sociaux ni services publics de qualité.
le 26% des femmes handicapées employées travaillent à temps partiel. L'écart salarial pour ces femmes est de 18%, ce qui implique que leur salaire devrait augmenter à 18% pour correspondre à celui des hommes en situation de handicap et à ce type de journée de travail. Malgré les progrès réalisés dans l'Union européenne dans son ensemble, la pleine égalité entre hommes et femmes n'a pas été réalisée, malheureusement, dans aucun des États membres. Selon l'indice d'égalité des genres de 2020 de l'Institut européen pour l'égalité, il faudra plus de 60 ans pour atteindre cet objectif. Au niveau de l'Union européenne, l'écart salarial annuel est de 24%, c'est-à-dire le salaire moyen des travailleuses dans l'Union européenne doit augmenter à 24% pour correspondre à celui des hommes. Bien que la participation de femmes au travail européen ait augmenté, la ségrégation entre les sexes dans l'éducation et sur le marché du travail de l'Union européenne reste un problème persistant. Plus de femmes que d'hommes étudient et travaillent plus tard dans les activités liées à la santé, à l'éducation et au travail social. En outre, les femmes continuent de faire la plupart des tâches de soins non rémunérées. C'est tout ce que, par le moment, je peux dire sur la situation en Espagne. Merci beaucoup, Gloria. C'est une bonne introduction à notre sujet avec quelques chiffres aussi très parlants en ce qui concerne la situation en Union européenne, parce que l'Espagne n'est pas du tout un cas isolé. La situation en Europe y ressemble quand même beaucoup, avec quelques variations évidemment. Est-ce que tu souhaites dire un court mot de la situation à Valence, brièvement? Oui, d'accord. À Valence, l'emploi des femmes est 10 points moins, avec un taux d'emploi de 43% face aux hommes qui ont un emploi de 53%. Le chômage féminin est de 18% face aux 14% des hommes. Dans toutes les tranches d'âge, les femmes ont un taux de chômage plus que les hommes. Et surtout, dans les jeunes, c'est très alarmant. Les femmes continuent au chômage plus de temps, 12 ans au plus. La journée partielle est féminine parce qu'elle ne trouve pas de travail complet. Le problème que je trouve qui est plus important, c'est dans les femmes de ménage qui ont été pendant le confinement obligées de rester dans les maisons où ils faisaient les ménages tout le temps, sans pouvoir sortir, et travaillant 24 heures par jour. Nous, des syndicats, on a demandé une prestation de désemploi parce que les femmes de ménage n'ont pas le droit d'avoir une prestation de désemploi quand elles perdent le travail. 400 000 personnes à Valence, à la région, sont affiliées à la santé sociale, mais 200 000 travaillent en noir. C'est un impact impressionnant. Ce sont des chiffres très impressionnants. On a du mal à y croire carrément. 200 000 personnes travaillent au noir, ne sont pas affiliées, donc n'ont pas d'accès aux prestations sociales. Mais c'est toujours les immigrés. Oui. Parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas des papiers, parce qu'avec la pandémie, tout s'est ralenti, parce que l'administration a été quelques mois fermée et les fonctionnaires ont parti télétravailler, mais on ne pouvait pas résoudre toutes ces questions avec promptitude. On voit aussi la question du service public et du service public de qualité pour permettre aussi bien le traitement de ces situations-là, mais globalement aussi de permettre
y compris aux femmes, et en particulier aux femmes, de reprendre ou de prendre du travail à temps partiel, à temps plein, et non pas subir des temps partiels voilà, non choisis, en fait, ce qui est beaucoup le cas, d'après ce que tu partagé avec nous. Merci beaucoup, Gloria. Merci à toi. Je passe la parole à Gurval pour un autre aspect de la question égalité homme-femme. Oui, merci Katharina. Donc on va continuer en allant regarder d'un peu plus près ce qui se passe sur Nantes, en France donc, et sur la question de la lutte contre les violences. Je vais donner la parole à Valérie Alassonnière. Valérie, tu es la directrice de Citadelle. Citadelle, donc, qui est un lieu d'accueil, d'écoute, de soutien et d'information des femmes victimes de violences et de leurs enfants, qui a ouvert en novembre 2019. Donc, c'est assez récent. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce projet, qui le porte, nous donner un peu plus de détails? Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'où vient ce projet? Il prend en fait ses sources dans un engagement politique, hein, un engagement de la maire de Nantes qu'elle a pris en 2014. Et sans engagement politique, on n'aurait pas pu monter un tel projet d'une telle envergure. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est que c'est un projet qui fait figure de modèle national. C'est-à-dire qu'il existe effectivement en France d'autres centres, mais pas complètement de ce type-là. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez ambitieux, d'innovant, de structurant. Et donc, effectivement, la maire de Nantes, donc Johanna Roland, en 2014, avait pris cet engagement de réaliser un centre, à l'époque qu'on appelait post-traumatique pour les femmes victimes de violences, qui prenait appui sur une idée qui était portée en fait par 4 associations qui luttaient et luttent toujours contre les violences faites aux femmes et historiquement sur le territoire. Et ces associations portaient l'idée en fait d'avoir une approche globale et personnalisée pour accompagner les femmes à faire valoir leurs droits, mais aussi à recouvrer leur santé et surtout leur permettre de dire et d'agir en fait contre ces violences et de sortir en fait du cycle des violences. Vision politique beaucoup plus large sur l'égalité et sur la lutte contre les discriminations qui est portée aussi par la ville de Nantes. Et bien évidemment, ça rentre aussi dans le cadre d'une politique publique concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, avant d'imaginer ce centre, on a quand même mené une petite étude sur le territoire pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et évidemment, on s'est rendu compte très rapidement que le territoire nantais n'était pas exempt de ce fléau, puisqu'on a recensé à peu près 12 000 femmes potentiellement concernées, tout type de violences confondues sur la ville de Nantes, et près de 25 000 en fait sur l'agglomération nantaise. Puis ensuite, on s'est dit que ce centre, effectivement, il fallait qu'on le travaille en collectif. Donc, on a vraiment monté une démarche très participative et ouverte. On s'est vraiment on s'est mis aucun frein. C'est-à-dire qu'on a posé une question très ouverte aux acteurs institutionnels et associatifs qu'on a mis autour de la table. C'est quoi pour vous, demain, un centre idéal à Nantes pour les femmes victimes de violences? L'objectif, quand même, c'était bien de se dire qu'il nous fallait quand même un lieu identifié, pour pouvoir accompagner ces femmes à sortir des violences dans le cadre d'un parcours en fait construit dont elles sont actrices, sortir des violences et aussi pouvoir se reconstruire. Et l'idée aussi, c'était de se dire que ce centre, il venait pas, je dirais, il montait pas sur les plates-bandes, si j'ose dire, des acteurs et des actrices du territoire, mais c'était bien une pierre angulaire en fait dans le tissu associatif et institutionnel, et il venait bien en complémentarité de ce qui se faisait déjà en fait sur le territoire. Et puis, à l'issue de cette concertation, plusieurs fondamentaux sont apparus pour pouvoir écrire un cahier des charges et réaliser ce projet. D'une part, il nous fallait bien un lieu identifié mais très sécurisé. C'était un lieu, ça devait être un lieu ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un lieu dans lequel on pouvait venir de l'urgence jusqu'à construire un parcours de reconstruction. Un lieu pour toutes les femmes victimes de toute forme de violence,
tout type de violence, qu'elle soit économique, psychologique, sexuelle, administrative, qu'elle se fasse dans la sphère privée, enfin que ces violences soient subies dans la sphère privée ou dans la sphère publique, voire dans la sphère professionnelle. Ce lieu devait être gratuit, bien évidemment, et confidentiel. Et puis, ce qui est ressorti assez vite, c'est l'idée d'un environnement très accueillant. C'est-à-dire que les aménagements ont été pensés de manière à ce que les femmes, quand elles arrivent à Citadelle, elles se sentent bien, elles se sentent comme chez elles et on les respecte, ne serait-ce que par les aménagements en fait, qui ont été réalisés. Donc, on est vraiment sur des tons, des mobiliers, un aménagement très cocooning avec des codes du spa, par exemple, qui leur permet en tous les cas de s'y sentir bien et de faciliter la libération de la parole. Enfin, ce qui est ressorti aussi, c'est la nécessité que ces femmes puissent être écoutées et comprises et entendues dès le départ. Donc, d'avoir affaire à des professionnels qui soient formés aux violences faites aux femmes, qui sachent ce que sont les violences faites aux femmes, et bien évidemment leurs enfants, mais je pense que Mao y reviendra tout à l'heure, puisqu'au départ, ça ne figurait pas dans le titre, mais très vite, on s'est dit qu'il fallait effectivement travailler aussi la question des enfants qui eux-mêmes sont des victimes en fait à part entière des violences, notamment quand elles sont subies dans le couple. À Citadelle, quand vous arrivez à Citadelle, vous êtes écouté, accueilli, vous êtes potentiellement orienté, hein, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, tous les services n'existent pas à Citadelle, mais surtout, on est là pour prendre soin de vous globalement. Donc, ce n'est pas un centre de soins, ce n'est pas un centre d'hébergement et ce n'est pas un centre d'accompagnement social, c'est un centre qui est là pour pouvoir vous aider à construire votre parcours de sortie des violences et de reconstruction. Et pour cela, vous allez pouvoir disposer d'un certain nombre de services qui faciliteront vos démarches essentielles, et notamment le parcours que vous pouvez être amené à faire à Citadelle, si vous le souhaitez, bien évidemment, peut être accompagné par une coordinatrice de parcours qui est un peu la référente de la femme. L'idée étant effectivement que la femme n'ait pas besoin de raconter plusieurs fois son histoire aux acteurs et aux actrices qui sont au sein de l'équipement. Valérie, on a très peu de temps en fait. Je ne sais pas si Alors, tu voulais rajouter peut-être un petit mot parce que je vois aussi autrement que Mao Bertu nous a ouais, rejoint. non, Peut-être que je vais peut-être plutôt passer la parole à Mao oui, Bertu. pas de problème. Pas de Voilà. problème. Et puis, de toute façon, vous pourrez vous compléter. Mao Bertu, vous êtes l'adjointe à l'égalité de la maire de Nantes. Donc, Valérie a commencé à nous présenter au moment où vous êtes arrivé le Citadelle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un centre qui a ouvert en novembre 2019, donc finalement très peu de temps avant la crise sanitaire. Peut-être qu'on peut commencer par là. Finalement, c'est quoi du coup l'expérience de Citadelle qui a finalement accueilli ces premières femmes dans ce contexte-là, en plein Covid. Voilà, qu'est-ce qui ressort de cette année de vécu? Philippe, il faut que tu ouvres le micro il a été Mao Bertu. ouvert. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'expérience de cette année, on l'a évidemment pas ouvert Citadelle dans l'objectif de répondre aux besoins spécifiques du confinement. Il se trouve qu'on a ouvert en novembre et que le confinement est finalement venu quelques mois plus tard, alors même que le lieu n'était pas encore tout à fait rodé, puisque évidemment, là, on est sur une première année qui a été une année aussi finalement un peu d'expérimentation. Hein. Il faut le temps aussi que tout trouve sa place. Et donc, le confinement est venu dès le début bousculer un peu la manière dont tout avait été pensé. On a été très heureux, je pense, de pouvoir avoir ce lieu pendant le confinement parce qu'on voit avec les chiffres que, et pendant le confinement, je ne sais pas si Valérie en a dit un mot, mais les logements qu'on a à disposition, donc 3 logements, ont été utilisés à 100%. Et donc,
On a fait le choix d'avoir recours à des logements supplémentaires pour pouvoir accueillir les femmes qui avaient besoin d'être accueillies pendant cette période de confinement. Et puis, à partir du déconfinement, à partir du mois de mai, on a des chiffres qui ont commencé à exploser, hein, clairement, on peut le dire comme ça, avec plus de femmes qui venaient, des femmes qui commençaient à venir, parce que comme on est sur l'idée d'un parcours, elles reviennent après régulièrement pour avoir des rendez-vous avec un ou une psychologue, juriste, des associations. Et puis, on avait ces nouvelles femmes qui n'étaient pas encore connues du lieu, qui venaient pour la première fois. Donc, on est passé à la période du déconfinement, on avait 25 nouvelles femmes qui venaient par semaine. Donc, ce qui est énorme et qui ensuite, pour certaines, ne venaient qu'une fois, mais pour la plupart, se sont ensuite inscrites dans des parcours de sortie des violences avec donc les rendez-vous récurrents. Ce que je peux dire pour essayer d'être assez bref, c'est que cette période nous a montré que, comme on pouvait s'y attendre, les violences intrafamiliales et conjugales ont été accrues par cette période de confinement, et qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a d'un an, là, on essaye de voir quels sont les objectifs d'amélioration de Citadelle. Donc, je dirais qu'il y a 2 objectifs. Il y a l'amélioration continue de l'accueil des femmes. Donc, Valérie en disait quelques mots à l'instant sur la question de l'accueil des enfants, qu'on a voulu dès le début, parce qu'on sait qu'une femme qui est victime de violences conjugales, par exemple, elle ne quitte pas son domicile aussi facilement si elle a des enfants, parce qu'évidemment, elle les amène avec elle et qu'il est difficile de les laisser derrière elle. Donc, cet impératif de l'accueil des enfants, il était présent dès la construction du projet. Pour autant, on voit qu'aujourd'hui, dans l'équipe, il manquait des partenaires autour de la table sur la question de la parentalité, parce qu'il y a des questions qui se posent sur comment on est parent alors que son enfant a vécu ces situations, et aussi sur l'accompagnement des jeunes enfants, qu'ils soient co-victimes ou non de ces situations-là. Donc là, on a noué des nouveaux partenariats avec des associations de manière à pouvoir avoir des temps de travail, des permanences dédiées à cette question. On a aussi l'accueil des jeunes majeurs, donc qui ont tout juste 18, 19, 20 ans, qui viennent à Citadelle et qui commencent leur vie d'adulte par ces violences qui sont lourdes. Et donc là aussi, il y a une nécessité d'avoir une approche particulière parce qu'elles n'ont pas le même regard, pas le même vécu que des femmes plus âgées. Et donc, il y a une nécessité aussi de travailler avec les équipes sur comment on accueille ces femmes très jeunes. Et puis, voilà, on est ouvert, là je parle des violences conjugales principalement, mais Citadelle a bien pour objectif de répondre à tout type de violence, donc sphère privée, publique ou professionnelle. Et aujourd'hui, le lieu est vraiment identifié pour les violences conjugales. Donc c'est bien, alors déjà c'est une très bonne chose que le lieu soit identifié, et c'est bien que ça répond à une urgence. On n'a aujourd'hui pas assez d'acteurs qui sont mis en réseau de cette manière-là pour que ça soit plus simple pour les femmes. Donc là, on voit bien que ça répond à un vrai objectif. Mais on a une nécessité, nous, aujourd'hui, de faire savoir que Citadelle est ouvert pour l'ensemble des violences et que vraiment une femme qui rencontre des violences, par exemple, dans la sphère professionnelle ou sur l'espace public, elle peut être prise en charge dans ce lieu et être accompagnée. Ça, c'est vraiment un enjeu sur l'amélioration continue de l'accueil des femmes. Et notre deuxième volet d'amélioration après cette première année d'expérience, c'est la question du centre ressources, puisque Citadelle se veut aussi être ce centre ressources, c'est-à-dire un lieu qui soit un levier pour agir collectivement contre les violences faites aux femmes. Donc moi, je suis adjointe depuis quelques mois maintenant, et puis je vois déjà de nombreuses villes qui nous contactent, qui contactent Citadelle pour avoir des échanges, pour comprendre, pour s'inspirer de ce qu'on a fait et pour le développer ailleurs. Donc on voit bien que là, on a un vrai levier. Pardon, je vois que c'est instable, alors j'espère que ça ne coupe pas trop. On voit bien qu'on a un vrai levier pour constituer potentiellement un réseau avec les villes qui sont dans cette dynamique de vouloir ouvrir des lieux, de vouloir s'engager très concrètement contre les violences faites aux femmes, de manière à ce que les collectivités puissent aussi faire un échange d'expériences, puissent s'entraider dans ce combat pour lequel il faut qu'on soit évidemment tous mobilisés. Et donc, dans cet objectif-là, on travaille pour 2022 à l'organisation d'assises nationales contre les violences faites aux femmes, avec vraiment l'idée de pouvoir être un temps et d'échange de fonds et aussi un lieu vraiment de partage d'expériences et de mise en réseau des collectivités qui souhaitent s'investir. Merci pour vos éclairages, et puis ça montre bien effectivement
cette dynamique à la fois de l'engagement d'une collectivité et puis de la mobilisation de tous les acteurs du territoire. On va aller en Autriche et regarder une autre collectivité. Katharina, je te laisse prendre la parole. Merci Gurval. L'exercice de l'apéro est un peu frustrant parce qu'on fait que picorer alors que les sujets sont extrêmement graves, évidemment, mais aussi inspirants, parce que là, on passe aussi sur cette capacité des villes à répondre à ces situations de détresse des femmes. Donc, on passe à un deuxième exemple inspirant qui est celui de la ville de Vienne. Donc, Michaela Kauer, tu es avec nous et tu représentes la ville de Vienne à Bruxelles. La ville de Vienne, depuis 2005 déjà, a mis en place un budget genré, c'est-à-dire en français une budgétisation sensible au genre. C'est un sujet qu'on a vu apparaître dans la campagne des municipales, en tout cas je l'ai vu apparaître en France en 2020, à Lyon, à Rennes, etc. Mais donc la ville de Vienne le pratique depuis 2005 déjà. Donc 15 ans de recul. Michaela, quels sont les enseignements que vous retirez à la ville de Vienne de ce budget genré? Oui, merci de m'inviter à cet apéro. D'abord, je vous souhaite une bonne journée internationale de la femme à tous et à toutes. Je pense que c'est important de le dire aussi. Et en ce qui concerne la question de Katharina, je pense que d'avoir cette expérience depuis déjà pas mal d'années, ça nous a appris plusieurs choses. Peut-être d'abord, il faut clarifier ce qu'on a fait, ce qui était le but. Donc, ce qu'on a fait avec l'intégration de la dimension du genre dans le budget de la ville de Vienne, c'est basé dans une très grande tradition d'égalité de chances femmes-hommes dans notre ville. Donc, il y avait une très grande volonté politique de créer plus de chances avec beaucoup d'outils. Donc, on a commencé d'abord avec le gender mainstreaming. On a regardé, par exemple, ce qui se passe dans le développement urbain, ce qui se passe dans les espaces publics, même ce qui se passe dans l'arrangement des maisons, des appartements pour créer plus de chances pour les femmes. Et on a vraiment vu qu'à un certain point, en 2005, qu'il fallait aussi s'occuper de l'argent. Je reviens un petit peu à ce que Gloria vient de nous rapporter. L'idée, ça ne serait pas vraiment de donner à nos filles moins d'argent de poche pour qu'elles s'habituent de gagner beaucoup moins que leurs frères un jour. Donc, en effet, il faut s'occuper de l'argent en tant de politique féministe urbaine. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment regardé et on a maintenant un système en place que tous les départements doivent suivre, qui regarde chaque budget par département, par unité structurelle de chaque département. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent sur le point de vue de l'égalité homme-femme? Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment c'est institutionnel, c'est vraiment super structuré et on regarde c'est quoi l'équilibre entre les sexes dans ce domaine qui est concerné, quelle est la répartition des dépenses par sexe, quels sont les utilisateurs ou les utilisatrices des services ou des produits qu'on produit, nous, en tant qu'administration publique. Donc, un point important, c'est toujours d'avoir des bonnes données, une bonne base de données, évidemment, pour avoir quand même la base qui te donne la possibilité de faire les comparaisons. Est-ce qu'il y a des choses qui se développent au long des années? Donc, ce qu'on a vu, par exemple, ce qui s'est passé, que maintenant, c'est très clair pour chacune qui travaille dans la ville de Vienne, qu'il y a cette dimension d'égalité homme-femme partout, même dans le budget de chaque département. Par exemple, ce qu'on a vu, c'est on a l'exemple des écoles musicales pour les enfants de Vienne. Donc, ce sont des écoles où on va dans le temps libre, l'après-midi, certaines journées, pour apprendre des instruments ou à chanter. Et ce qu'on a vu, que quand on a regardé vraiment la répartition des budgets, les instruments qui ont été achetés, c'était vraiment beaucoup de choses que les garçons aimaient jouer. Donc, ce qu'on a fait avec la méthode du gender budgeting,
C'est vraiment, on a reconnu qu'il y a vraiment une inégalité en ce que les filles et les garçons voulaient apprendre comme musique, comme instrument, et à savoir, et à l'observer et à le changer vraiment. Donc, c'est pas seulement l'observation et la constatation d'un fait, c'est aussi qu'il faut changer quelque chose. Donc, ce sont toujours les deux choses qu'on essaye de faire à Vienne. Donc, je pense que maintenant, ça fait déjà pas mal d'années qu'on pratique cela, et on a vraiment avancé bien. Donc, partout où on dépense de l'argent, maintenant, surtout quand on regarde ce qu'il faut faire je dirais, dans le contexte de la crise, tout ce qu'on fait, par exemple, maintenant en tant que travail, essayer d'aider les femmes à retrouver de l'emploi ou à avoir une éducation additionnelle, supplémentaire pour avoir plus de chances dans le marché de travail. Là, c'est clair que tout ce qu'on fait avec nos mesures, il y a la moitié au moins des mesures qui sont dirigées vers les femmes. Donc là, ça nous donne aussi des moyens de répondre plus facilement, plus vitement, plus efficacement aux besoins des femmes. Merci, Michaela. Je te poserai bien une deuxième question avec ta deuxième de tes multiples casquettes, c'est-à-dire en tant que membre du groupe femmes du Parti socialiste européen. Là, c'est plutôt l'action européenne bruxelloise qui est visée. Est-ce que tu peux dire un mot d'une campagne ou des campagnes que vous menez et en fait l'objectif, à qui s'adressent ces campagnes-là? Quels sont vos objectifs? Oui, bah, j'adore cette deuxième fonction que j'ai aussi, c'est volontaire évidemment, mais ça me donne la possibilité aussi de partager beaucoup d'expériences avec d'autres femmes, d'autres pays, d'autres villes, d'autres régions. Donc, je pense que c'est toujours utile d'être dans des réseaux européens, quelle sorte que ça soit. Dans le contexte du Parti européen socialiste, je dirais que la campagne actuelle qu'ils font, c'est la campagne Make Her Count. Donc, il faut que les femmes comptent, il faut que les femmes ont une importance. Make Her Count, c'est vraiment très lié à une perspective, une vision pour avoir une économie féministe, une économie d'égalité de chance hommes-femmes. On a fait tout un travail, par exemple, sur ce point-là, parce que maintenant, quand on regarde ce qui va se passer avec cette crise, on a vraiment peur de nouvelles politiques d'austérité dans beaucoup de pays. Donc, vraiment, il faut réagir déjà maintenant à vraiment essayer de diriger tout ce qui reste aussi pour promouvoir l'égalité homme-femme. Ce que les femmes aussi ont fait beaucoup, c'est regarder ce qui se passe avec le fameux backlash féministe qu'on a vu dans certains pays de l'Union européenne. Par exemple, regardez la Pologne, avec vraiment une très, très mauvaise perspective pour l'égalité des droits ou les droits de femmes en général, en ce qui concerne les moyens, par exemple, de décider ce que je fais avec mon corps et quand je veux me reproduire, donc le Sexual and Reproductive Rights. Là, vraiment, on a vu une tendance, pas seulement en Pologne, il faut le dire, dans d'autres pays, de remettre les femmes dans un coin stéréotype traditionnel de la société qui n'est pas du tout vraiment ce qui est la réalité de beaucoup de femmes en Europe et dans le monde. Donc là, il faut vraiment faire très attention que aussi ce que maintenant l'Union européenne, et là on a vraiment fait un grand travail, une grande campagne aussi, ce qu'on appelle maintenant le rule of law, donc le gouvernement du droit, de tout ce qui est légal, ce qui est constitutionnel, des droits d'hommes, des droits de femmes, droits humains, que ça s'applique vraiment partout. Quand, par exemple, on parle des fonds européens, il y a beaucoup d'argent qui va se mettre dans ces pays, mais de lier ça clairement aussi, non seulement à une politique de transparence et de compliance et de bien faire les choses, mais aussi de respecter les droits de femmes, parce que c'est nécessaire et on est 2021, donc il n'y a pas vraiment de raison de discuter ça, c'est à le faire, voilà. Merci beaucoup. Effectivement, la question du respect de l'état de droit
et qui devrait conditionner demain l'accès à certains fonds ou à des fonds européens, c'est une vraie question et peut-être un levier demain pour aussi, dans ce cadre-là, pousser le respect des droits de femmes, en particulier en Pologne ou dans d'autres États où on voit une vraie régression très inquiétante des droits des femmes. Merci Michaela pour ce regard européen et ça nous permet de faire la transition à deux autres européennes. Avant de passer la parole à Gurval, je vous invite à poser vos questions dans le chat. On va bientôt arriver à la partie questions-réponses, donc n'hésitez pas à utiliser le chat à votre droite sur l'écran pour poser toutes vos questions à nos intervenantes. Gurval, à toi. Oui, alors effectivement, on a commencé à parler de l'Union européenne, donc on va aller au cœur de la machine à Bruxelles avec Nadja Salson et Paola Panzeri qui agissent avec EPSU, la Fédération syndicale européenne des services publics. La question effectivement qu'on voudrait vous poser, c'est que fait l'Europe dans tout ça? Sans doute plus qu'on ne le croit, hein, plus que laissent paraître des fois les médias. On souhaitait que vous nous en disiez plus sur une initiative en ce moment et puis vous pouvez développer peut-être d'autres exemples si vous viennent à l'esprit. L'initiative qui se prépare sur la transparence salariale, voilà, nous éclairer sur où on en est aujourd'hui de cet enjeu. Alors, je ne sais pas si c'est Nadja ou Paola qui se lance en premier. Paola, merci Paola. Merci à toutes et à tous pour l'invitation, pour pouvoir être ici aujourd'hui. Donc, je vais partager mon intervention avec ma collègue Nadja. Je vais tout de suite dire quelques petits mots sur la directive. La directive qui a été publiée il y a 4 jours. Donc, elle est toute fraîche. C'est la proposition de la Commission. C'est une proposition qui, après, va passer au Parlement. Qui, une fois que le Parlement aurait donné un avis, ira en négociation avec le Conseil, donc avec les États membres. Donc, c'est un processus long, mais c'est un processus que nous croyons qui est important de suivre parce que nous avons vu un peu le bilan aussi qui a été porté par les personnes qui en parlaient avant. L'inégalité salariale est encore très élevée. Nous avons des problèmes aussi où les femmes travaillent, comme les intervenants précédents parlaient, elles travaillent dans des secteurs très, très précis. Donc, nous croyons que c'est important de travailler sur cette directive et parce que ça va aussi mettre un peu en lumière la partie est plus inexpliquée, la partie qu'on ne comprend pas de l'inégalité salariale, mais va aussi travailler sur ce que nous appelons Equal Pay for Work of Equal Value, donc avec de valeur, parité salariale, égalité salariale pour du travail équivalent. Donc, comment comprendre quel travail est équivalent et souvent, le travail des femmes, nous savons, qui est sous-estimé, qui est sous-évalué, avec une sous-évaluation qui est systémique et qui est historique du travail des femmes, qui est fondé sur des stéréotypes et des préjugés sexistes. Donc, en fait, on va aussi essayer de travailler sur ce qui sont les méthodes traditionnelles d'évaluation des emplois et le système des classifications des emplois, parce qu'ils sont conçus sur la base, historiquement, ils sont conçus sur la base des travails à prédominance masculine, sur des secteurs à prédominance masculine, et donc ne donnent pas forcément les mêmes possibilités aux femmes aussi d'évolution des carrières. Donc, nous voyons que dans les secteurs à prévalence masculine, nous avons des longues chaînes, des possibilités de carrière, donc des possibilités de montée aussi salariale. Souvent, dans les secteurs à prédominance féminine, ce que nous voyons, c'est des chaînes très courtes. Donc, une fois qu'on a fait 1, 2, 3 étapes, on s'arrête là. Et donc, on est déjà dans un secteur qui est payé moins parce que est considéré, de toute façon, c'est un travail de femme, non, les soins, les services sociaux, c'est quelque chose que la femme fait naturellement. Donc, des préjugés, des stéréotypes. Donc, on paye déjà moins ces secteurs, on donne moins la possibilité d'évaluer, alors qu'il y a tout un ensemble de compétences, un ensemble de facteurs qui, si on arriverait à les mesurer de manière égalitaire avec les secteurs masculins, on pourrait voir qu'il y aurait vraiment un besoin de rebalancer ces salaires. Et donc, c'est là-dessus que nous allons insister et c'est là-dessus que nous allons travailler pour
vraiment faire en sorte que cette directive de transparence salariale, ça soit vraiment un levier pour réduire cette discrimination, ce gender pay gap, cette discrimination, cet écart salarial qui, comme on l'a vu, c'est très, très encore ample. Et on avait fait une simulation qu'il fallait 84 ans en moyenne en Europe, hein, si on prenait la moyenne européenne, pour que les femmes en Europe soient payées autant que les hommes. Moi, je n'ai pas 84 ans à attendre et je pense qu'aucune femme devrait attendre autant pour pouvoir tout simplement avoir ses droits respectés. Parce que ce qu'on parle là, ce n'est pas de donner plus de droits aux femmes, ce qu'on parle là, c'est de couper des discriminations systémiques et vraiment, justement, seulement donner aux femmes ce qu'on leur a privé jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment remettre un point et reporter une balance. Donc, nous allons travailler sur ce thème pour, je pense, un bon moment encore, hein, parce que ces processus européens prennent du temps. Nous avons publié aujourd'hui, ce matin, un petit rapport de 2-3 pages qui va justement expliquer pourquoi cette directive est importante. Vous allez le trouver sur notre site, malheureusement qu'en anglais. Nous allons publier un rapport plus long et nous espérons pouvoir le traduire. Et s'il sera disponible en français, on va bien sûr vous le donner. J'ai déjà parlé trop longtemps, donc je laisse la parole à ma collègue Nadja. Merci beaucoup. Merci Paola. Peut-être Nadja, avant que tu prennes la parole pour compléter Paola, avoir en tête aussi comment finalement les citoyens, alors là je vais parler en France parce que moi je suis en France, mais ça peut être en Espagne, ça peut être en Autriche, comment nous, là où on en est, on peut aussi s'emparer de ce sujet-là. Enfin voilà, comment on peut contribuer aussi au combat que vous menez à Bruxelles en ce moment sur ces sujets-là. Oui, merci Gurban, merci pour l'invitation pour cette journée internationale des droits des femmes. Je réalise qu'en fait, on célèbre aussi le 100e anniversaire de cette journée internationale qui est à l'issue en fait du mouvement socialiste international et d'une femme allemande, notamment Clara Zetkin. Et je crois aussi qu'il y a en ce moment beaucoup d'opportunités pour en effet être beaucoup plus mobilisés sur des enjeux en fait des enjeux de pouvoir, parce que lorsqu'on parle d'égalité homme-femme, il s'agit d'enjeux de pouvoir, ce qui d'ailleurs a été repris par le secrétaire général des Nations Unies. Et on a en effet un contexte de pandémie qui n'est toujours pas sous contrôle, et où on a vu, en tout cas lors de la première vague, à quel point en effet les travailleurs en première ligne, donc les aides-soignants, les infirmières, les femmes qui travaillent aussi dans les crèches, c'est 90% des employés des crèches, ce sont des femmes, étaient essentiels et pourtant complètement dévalorisés, absolument pas protégés, pas de gel, pas de masque, des salaires en effet misérables, des conditions de travail extrêmement dures, très peu d'accès à la formation et encore moins d'accès en effet à des positions décisionnaires qui seraient mieux payées. Mais je crois qu'on a une opportunité, et je reviens un peu à ta question en fait, Gurval, c'est qu'il semblerait qu'on ait une seconde vague, et là cette vague est positive, une seconde vague d'un renouveau féministe. Ce n'est plus une insulte, ce n'est plus tabou de se dire féministe, et je crois que là on a vraiment un contexte aussi qui va permettre de réimaginer, reconstruire un monde post-Covid-19, à quoi il devrait ressembler. Et là, en matière d'égalité, encore une fois, en revalorisant les services publics, revalorisant les employés du public, on arrivera en effet, je crois, et on peut le faire très rapidement sans attendre 84 ans, à en effet augmenter les salaires des femmes, parce que concrètement, c'est ce dont il s'agit. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Gloria en disant, quand on parle d'écart salarial, 14%, 21%, et d'ailleurs la France est au-dessus de la moyenne de l'Union européenne en la matière. Il faut donc augmenter les salaires des femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, dans certains pays, il y a aussi des grèves organisées par les femmes, mais que c'est un jour férié aussi, en Ukraine, par exemple. Et on doit vraiment essayer d'en faire, là on discute, mais j'aimerais vous donner rendez-vous le 23 juin, en fait, car c'est la Journée internationale des services publics et à EPSU, on organise une grande journée de mobilisation et de voir dans quelle mesure les gouvernements, qui encore une fois se sont félicités de l'action de ces millions de femmes, vont enfin revaloriser le salaire de ces femmes. Et on a besoin en effet d'argent. Il y a un plan de relance européen de 750 milliards d'euros décliné sur un certain nombre d'années. Et dans quelle mesure, en effet, on va pouvoir investir vraiment dans les services publics et éviter
éviter la situation dans laquelle on est depuis un an, c'est-à-dire une situation de confinement, qui est une réponse en effet moyenâgeuse, mais une réponse qui est basée sur des pénuries des services publics, notamment bien sûr dans les hôpitaux, mais dans les maisons de retraite aussi, avec pas assez de personnel, des conditions de travail dégradantes pour le personnel et pour les personnes qui sont dans les maisons de retraite ou bien les patients dans les hôpitaux, et comment on peut réinvestir et vraiment, vraiment faire suite à ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est un travail essentiel, et si c'est essentiel, il doit être bien mieux payé. Alors, comment on fait? À EPSU, en fait, on organise donc les syndicats des services publics dans toute l'Europe. Et je crois que des débats comme aujourd'hui, alors échelonnés en effet sur un certain... Probablement que l'adoption de la directive transparence pour l'égalité salariale va mettre au mieux un an, probablement plutôt 2 ans, en croisant les doigts, en s'assurant, il va falloir aussi mobiliser donc les syndicats, mais les organisations civiles aussi, pour faire campagne de manière à ce que les gouvernements non seulement adoptent la directive le plus rapidement possible, mais avec des amendements. Car malheureusement, le projet de directive n'est pas parfait. Donc, ça voudra dire aussi un travail pédagogique pour nous, pour expliquer le contenu de cette directive et comment on peut en effet l'améliorer. Alors, pour finir sur peut-être une note positive, apparemment le gouvernement français serait plutôt en faveur de ce projet de directive, mais il va falloir aussi travailler avec les députés européens, socialistes, verts, qui ont toujours, enfin, qui ont en tout cas la plupart du temps défendu l'égalité, pour s'assurer en effet que ces améliorations dans cette directive vont voir la lumière du jour. Voilà, donc ce sera un travail de longue haleine. Pour tout ce qui est projet de directive en Europe, ça met un certain temps. Mais à chaque fois, je tiens à le préciser, le monde syndical a été toujours à l'avant-garde pour non seulement des avancées sociales en Europe. L'Union européenne, il faut le comparer aussi à un pays, on n'a rien sans une mobilisation, en effet, des syndicats et de la société civile pour aboutir non seulement à un projet de loi qui permettra d'avancer, mais aussi à ce que cette directive soit aussi bonne qu'on le souhaite. Merci Nadja, et puis merci à toutes les intervenantes d'avoir fait court. On a conscience que l'exercice peut être un peu frustrant, et en même temps, je trouve que ça dessine quand même un beau panorama là depuis les 3/4 d'heure qu'on est, plus de 3/4 d'heure même qu'on est ensemble. Je vais me tourner vers Katharina et pour les questions. Alors oui, Gurval, on a une question. Je pense qu'elle est plutôt fléchée, Nadja, peut-être Michaela, vous me direz. La question de Marie, elle porte sur le risque de fractionnement du mouvement féministe dans cette période de montée de revendications identitaires féministes au détriment des revendications à caractère plus universel. Est-ce qu'il y a un risque de fractionnement du mouvement féministe ou des mouvements féministes? Je ne sais pas si Nadja ou Michaela ou autres, vous souhaitez y répondre. Alors, il faut qu'on vous donne le micro, par contre. Michaela, je vois que tu es prête. Nadja, tu as le micro, donc peut-être que tu veux déjà commencer. Oui, moi je crois que justement ce mouvement féministe qui se bat aussi contre le racisme, contre l'homophobie, ne fait qu'enrichir le mouvement féministe. Et nous, bien sûr, on ancre le mouvement féministe dans une approche, on va dire, sociale et de réappropriation des biens communs, des services publics. Et ces luttes-là, qu'elles soient aussi écologistes, qu'elles soient sociales, qu'elles soient purement féministes, antiracistes, ne font qu'enrichir ces différentes luttes dès lors que l'une des luttes ne va pas nuire à l'autre. Et là, ça peut faire objet de débat, mais je crois qu'on a aussi, donc c'est un enrichissement mutuel et que ça fait aussi, et que c'est un rajeunissement aussi du mouvement féministe, car il y a en effet des femmes, voilà, qui peuvent souffrir non seulement de sexe, victimes de, je préfère utiliser le terme survivante d'ailleurs que victime, mais victimes de sexisme, en plus d'être victimes de racisme, voire d'homophobie. Mais je crois que non, ces luttes-là ne s'excluent pas. C'est ce qu'on veut nous faire croire, mais je crois qu'elles s'enrichissent. Michaela? J'ai rien à ajouter, c'était la réponse parfaite. Merci Nadja. Peut-être que je me demandais si du côté de Nantes, auprès du projet sur le projet Citadelle, effectivement, ça a été un
un projet qui a fédéré quand même des acteurs, des actrices très, très différents. Peut-être dire quelque chose de cette expérience qui peut, très concrète, qui pourrait éclairer la question aussi. Valérie, faut que tu donnes le... Ouais, je vois que je prends la parole. En fait, à Citadelle, effectivement, on a quand même beaucoup d'associations du territoire qui œuvraient historiquement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, elles sont représentées, les historiques, si j'ose dire, les féministes historiques. Et puis, on s'aperçoit, mais Mao pourra compléter, qu'on est quand même aussi de plus en plus sollicité par des petites associations de proximité, des quartiers, justement, qui peuvent être beaucoup plus peut-être en lien avec des problématiques que vous citiez tout à l'heure, donc des femmes qui peuvent être aussi victimes de discrimination, en fait, de par leurs origines ou leur couleur, etc. Et notre enjeu, je pense, demain, c'est vraiment aussi de mailler Citadelle avec l'ensemble du territoire et avec l'ensemble, en fait, des associations qui œuvrent en fait dans la quotidienneté et dans la proximité, en fait, sur des quartiers peut-être plus populaires, quoi. Oui, tout à fait. Si je peux compléter, enfin, vraiment pour aller dans le même sens que ce que vient de dire Valérie, on voit là très récemment, parce qu'on en a parlé il y a 1 ou 2 semaines, mais on a des associations qui sont des associations notamment dans les quartiers populaires et qui n'agissent pas en affichage comme des associations féministes qui agissent pour les droits des femmes, mais qui sont des associations qui agissent vraiment pour le quotidien et qui sont des lieux de confiance aussi des familles. Et on voit que ces associations-là, aujourd'hui, elles nous sollicitent parce que finalement, elles sont aussi parfois, voire même de manière un peu importante, elles peuvent être le premier lieu où des femmes parlent de ces violences qu'elles peuvent vivre dans leur cercle familial. Et donc, nous, on voit bien là qu'on a à tisser ce lien pour que les associations qui ne sont pas, que nous, on n'identifie pas du tout comme des associations féministes, mais qui font ce travail fin d'accompagnement des femmes, puissent aussi se mettre en relation avec le lieu identifié Citadelle pour que les femmes puissent entamer ce parcours de sortie des violences. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que là, on voit des associations qui agissent vraiment très concrètement et puis qui peu à peu se rapprochent de nous pour se greffer à cette dynamique. Et on a vraiment quelque chose à faire parce qu'on voit bien aussi qu'avec l'ouverture d'un lieu comme Citadelle, finalement, ça met aussi en lumière tous les acteurs, toutes les actrices sur le territoire qui s'engagent sur ce sujet et qui aujourd'hui vraiment sont très volontaires pour qu'on travaille ensemble. Donc, c'est tout à fait bénéfique. Et puis sur les historiques, on voit que voilà, c'est aussi nous, avec un lieu comme ça, on met autour de la table des associations, des institutions. Et donc, il a fallu bien 1 an pour que ça trouve un peu son rythme aussi. Et donc, c'est un enjeu à part entière de faire cohabiter tous ces mouvements, mais c'est vraiment passionnant. Et puis, on voit que quand ça prend, ça crée aussi des nouvelles relations entre les associations, les institutions. Et donc, c'est très bénéfique, en tout cas. Merci. Je me retourne vers Katharina, Philippe, Patrick. Est-ce que nous, on n'a pas forcément la visio sur s'il y a des questions sur Facebook ou sur YouTube. Mais si ce n'est pas le cas, on sera parfait en termes de timing. Parce qu'on est nombreuses et nombreux, évidemment, à avoir des contraintes professionnelles et personnelles d'ailleurs, voire associatives. Donc, je conclurai, a priori, il n'y a pas de questions sur Facebook. Patrick qui nous signale ça. Très bien. Donc, à moi la conclusion brièvement. Merci beaucoup tout d'abord à toutes les intervenantes. Je pense que c'était voilà, on a picoré ensemble, c'était très enrichissant. Donc, c'est un peu frustrant, mais on s'en doutait un peu parce que les sujets sont vastes. Et je pense que peut-être qu'on peut contribuer aussi à mettre en lien certains d'entre vous, éventuellement. Et quand j'entends Citadelle qui souhaite fédérer peut-être des collectivités qui souhaitent s'engager, peut-être aussi à l'échelle européenne, en tout cas, on peut aussi avoir un rôle dans ce sens-là. Vous trouverez sur le site de Europe Agora l'enregistrement à partir de demain de notre séquence. Vous trouverez également quelques liens, quelques documents utiles
que ce soit sur la directive dont Nadja et Paola ont parlé, sur le Citadel évidemment, mais aussi sur l'expérience de Vienne. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, il y a plus de matière pour approfondir éventuellement certains aspects. Europe Agora est ouvert à des nouveaux membres, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter le secrétariat, vous trouverez le mail sur le site. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci à tout le monde. On se fait un débrief, non? Ouais, attends, je coupe les autres. Je coupe l'enregistrement.